Emmanuel Macron est un liquidateur. C'est le liquidateur de la France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face aux faits. Et aujourd'hui, nous accueillons Jacqueline Moureau. Jacqueline Moureau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qui vous êtes. Vous avez 54 ans, vous êtes hypnothérapeute et ex-figure du mouvement des Gilets jaunes. D'abord candidate à l'élection présidentielle, vous retirez votre candidature pour vous rallier à Éric Zemmour en décembre 2021 dans le grand meeting de Villepinte. Alors justement, la première question est pourquoi avoir rejoint Éric Zemmour à Villepinte ? Tout simplement parce que ces constats sont absolument exacts. Il parle de ce qu'on vit. Il est pourtant, ici à Paris, mais il a très très bien compris comment nous vivons. Donc je pouvais pas faire autre chose que de le rejoindre. C'est le seul candidat qui parle de la France, de la vraie France, la France des territoires. La France, il parle aussi bien des métropoles que des territoires, que des terroirs, que des régions. Et c'est la seule raison pour laquelle je l'ai rejoint. Et parce que ces solutions, à ce moment-là à Villepinte, les solutions qu'il proposait me semblaient aller dans le bon sens. Ce candidat, vous inspire quoi son projet pour la France ? Vous vous dites, ce que vous dites la vraie France, c'est quoi son projet justement, la vraie France ? Eh bien, son projet premier, je pense déjà, c'est surtout de sauver la France. Parce qu'on voit très bien qu'avec le quinquennat progressiste, entre guillemets, qu'on vient de vivre, c'est un projet de destruction de la France. Tout a été détruit, il n'y a plus aucune valeur en France. Aujourd'hui, on est même obligé de faire attention aux mots qu'on emploie. Si on dit « j'aime la France », ah mon Dieu, c'est une raciste. Donc non, ça ne peut pas durer. Ce n'est pas du tout un projet de société cohérent. Alors qu'Éric, justement, se donne comme mission dans son projet de rétablir la France, c'est-à-dire rétablir la France qu'on aime, la France de l'enthousiasme, de la cohésion, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans tous les meetings. C'est cette ferveur justement dans tous les meetings, vous la voyez, j'imagine, vous étiez à Toulon, vous nous l'avez dit, qu'est-ce que vous ressentez, l'atmosphère de cette campagne ? C'est incroyable. Il est en train de se passer quelque chose en France, et personne ne prend la mesure de ce qui est en train de se passer autour de la candidature d'Éric Zemmour. Et nous, on le voit bien, il y a de l'enthousiasme, il y a de la ferveur. Alors, au sortir en plus de la pandémie qu'on vient de vivre, eh bien, évidemment, on a été enfermés. Donc là, les gens sont heureux. Les gens sont heureux de se retrouver. Donc ça, c'est incommensurable. Et on vit presque quelque chose, j'en ai parlé avec plusieurs personnes dans des meetings, c'est presque religieux parce qu'il y a une communion de pensée autour de la candidature d'Éric. Donc ça, c'est très très important. Alors, il faut parler quand même un petit peu des sujets qui fâchent. Dans une récente analyse des programmes présidentiels au sujet des femmes, celui d'Éric Zemmour a été jugé plutôt mauvais. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec votre engagement ? Et cette phrase à Villepinte qui disait « Alors comme ça, les femmes ne sont pas avec Éric Zemmour », vous êtes la preuve vivante qu'il y en a qui le sont, mais ce programme pour les femmes, c'est pas paradoxal justement ? Alors, l'analyse des journalistes, c'est quel journaliste ? Ça a été une analyse qui a été livrée dans un magazine qui a analysé les programmes, et notamment celui qui a jugé que ceux de Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient les plus en faveur des droits des femmes et de leur situation, et les moins en faveur ceux de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Alors, moi, je ne pense qu'en termes de français. Il y a des hommes, des femmes. Le programme est le même pour tout le monde. Si on commence à dire, alors on va faire un programme spécial homme, un programme spécial femme, et puis un programme pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, eh bien dans ce cas-là, il faut avoir 50 programmes ou 47 millions de programmes parce qu'il y a 47 millions de votants. Vous pensez que c'est stigmatisant ? Mais bien sûr, enfin, moi je suis au sein du comité et de la campagne, pas parce que je suis une femme, parce que je suis une militante, parce que je combats toujours pour que la France populaire soit entendue, et c'est ce à quoi je m'emploie auprès d'Éric. Donc non, moi je ne parle pas en termes de « je suis une femme, je veux plus de droits ». Non, je suis une Française, je veux les mêmes droits que tout le monde. Vous êtes une ancienne figure du mouvement des Gilets jaunes qui a éclos en 2018. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans la société de cette mobilisation citoyenne ?
Alors, oui, il reste beaucoup de choses. Il reste tout d'abord le sentiment d'appartenir à une communauté, ça c'est clair. Euh, le- il- Cet enthousiasme qu'on a eu le 17 novembre se retrouve dans les meetings, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes dans les meetings, qui viennent me voir d'ailleurs par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc en fait, on a cet esprit de se retrouver, cet effet de groupe. Et il reste aussi énormément de colère. La colère, elle est toujours là. Emmanuel Macron n'a jamais répondu à qui que ce soit. Il a fait son narcisse dans son grand débat, donc aucun résultat. Des nèfles, le néant. Et comme dit Eric, c'est le néant et la France est tombée dedans. Et ça, c'est terrible. Donc, il reste, si vous voulez, comment je pourrais dire ça? Cette colère est toujours présente, elle reste sous-jacente. Évidemment, le Covid a fait que tout le monde est rentré chez soi, mais tout est toujours là. Et Emmanuel Macron a ajouté à cette colère la gestion catastrophique de la crise Covid, où on est en train où on a licencié par exemple des médecins qui vivent avec zéro. Et tout le monde s'en fout. Et Emmanuel Macron s'en fout. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce président? On n'a jamais autant, moi je n'ai jamais vécu autant la fracture française. Là, on n'est plus dans la fracture, c'est le gouffre. Il a créé un gouffre, Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle je suis auprès d'Éric. Il y a une fracture aussi qui vous avait fait descendre dans la rue, c'était le prix de l'essence. Aujourd'hui, on voit qu'il atteint des sommets et des records dans une situation tendue au niveau international. C'est quoi, selon vous, la solution pour limiter ce phénomène? Il y a des gens qui disent que c'est à ce moment-là que le mouvement des Gilets jaunes devrait renaître, mais au-delà de ça, en termes de solutions politiques, qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire baisser ce prix qui, forcément, pèse dans le pouvoir d'achat des Français? Alors, je pense que, d'une part, s'il n'y avait pas eu le Covid, les Gilets jaunes seraient toujours dans la rue. D'autre part, pour résorber cette hausse, j'ai fait le plein par exemple à 2,22 € le litre sur l'autoroute. Enfin, c'est inimaginable. On n'arrive même plus à mettre la moitié de notre plein pour le prix de ce qu'on faisait avant. Déjà enlever la TVA sur les taxes. De la TVA sur des taxes sur l'essence. Enfin, mais c'est une idée de génie de ceux qui nous gouvernent. Vous imaginez? Eh ben, rien que ça enlève 14 centimes au litre. Ensuite, il faut baisser la TVA, tout simplement. Il faut baisser la TVA sur le... C'est un produit de première nécessité. Vous pensez qu'il devrait y avoir une TVA zéro? Ce serait l'idéal, évidemment, une TVA zéro. Mais bon, le gouvernement s'enlèverait une manne financière de dingue, puisque Bruno Le Maire a dit que 1 centime de baisse, c'est 500 000 € de moins par jour. Alors, en fait, il y en a qui feront le calcul pour savoir combien ils se mettent dans la poche tous les jours. Mais là, on a le sentiment, en même temps, que parce qu'il y a un conflit sur le sol européen, eh bien, le gouvernement français en profite pour s'en mettre plein les poches. S'il y avait vraiment comment dirais-je, si Emmanuel Macron voulait vraiment penser aux Français qui gagnent 1000 balles ou 1200 balles, il y a des femmes qui sont en temps partiel, parce que le temps partiel c'est quand même majoritairement des femmes, qui vont bosser pour 500 ou 600 € par mois. Mais quand elles vont faire 4 pleins dans le mois et que ça va leur coûter 400, évidemment ça ne sert plus à rien d'aller travailler. Et voilà comment on détruit une société. Puisqu'elles mettent donc tout l'argent dans tout l'argent dans le carburant, leurs moyens dans les déplacements. De déplacement. Il y a un certain temps, vous vous situiez du côté de la droite sociale, je cite. En quoi Éric Zemmour, il est de ce bord-là, de la droite sociale? Parce qu'il pense à tout le monde. S'il n'était pas de droite sociale, je ne serais pas dans l'équipe. Déjà, il ne m'aurait pas demandé d'intégrer l'équipe. Il sait que je suis de droite sociale. Il sait que je me bats pour que dans les territoires, nous soyons tous entendus. Parce que, évidemment, il y a une telle disparité entre les grandes métropoles, c'est le gouffre, hein, la fracture dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il est au courant de tout ça. Et moi, à chaque fois qu'on parle du pouvoir d'achat, je lui rappelle, je lui dis, voilà ce que ça va produire si tu fais cette mesure. Et je lui rappelle aussi, et ça c'est un petit truc entre nous, je l'avais rencontré 2 ou 3 fois avant de rejoindre, hein, bien sûr,
Et je lui avais dit, mais est-ce que vous savez qu'en France, encore actuellement, dans les territoires, il y a des gens qui vivent sur de la terre battue. Des gens en France vivent encore sur de la terre battue. Et il m'a dit, ben non, je ne savais pas. Surtout, rappelez-le-moi. Et ça, c'est la France véritable. C'est pas la France d'Emmanuel Macron. Ça, en fait, c'est les abandonnés d'Emmanuel Macron, tous ces gens-là. Vous êtes un petit peu son émissaire de la France rurale et de la France Oui, qui travaille, si on pourrait dire ça en comme ça. quelque sorte. Enfin, je pense que les Français travaillent partout. Mais Oui. aujourd'hui, les gens, si vous voulez, les gens qui vont mettre plus de carburant, plus d'argent dans le carburant que de pain dans leur assiette, ils vont finir par arrêter de travailler. Enfin, mais de toute façon, Emmanuel Macron est un liquidateur. C'est le liquidateur de la France, au profit de l'Europe. Alors, quand on voit là ce qui est en train de se passer, l'énorme déstabilisation qui est en train de se passer par par les forces en présence qui dépassent largement Emmanuel Macron, eh bien, j'ai peur pour la France. Bien sûr que j'ai peur pour la France. Tous ceux qui ont rejoint Éric Zemmour ont peur pour la France. Il est hors de question de laisser les clés de la France entre les mains de ceux qui la détruisent. La guerre a et aura un impact à terme sur les Françaises et Français. Comment vous vous positionnez sur ce conflit alors que Éric Zemmour parle donc d'un message de paix et qu'il est d'ailleurs raillé par des polémiques, notamment sur le passé? Comment vous, aujourd'hui, à titre personnel et puis aussi le parti, vous vous identifiez par rapport à ça? Alors, là, je parle à titre personnel. Moi, je ne pense qu'aux intérêts de la France. D'ailleurs, c'est aussi la ligne du parti. Moi, je ne pense qu'aux intérêts de la France actuellement. On est en train d'assister à une énorme déstabilisation de l'Europe, du continent et des pays européens, parce qu'on voit bien qu'on a, d'un côté, la Russie qui attaque, l'Ukraine qui voudrait entraîner tout le reste de l'Europe dans le conflit. On a un président français qui est absolument nul en diplomatie, donc qui n'aboutit à rien. Et on a, je dirais, la force supérieure des États-Unis qui, eux, appuient pour continuer à déstabiliser. Quand j'ai appris là, hier ou avant-hier qu'on est en train de faire une espèce de procédure accélérée pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, vous seriez contre l'intégration de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie dans l'Union européenne? À cet instant, oui. Comment voulez-vous intégrer aujourd'hui, là, en faisant « Ah bah parce qu'il y a la guerre, on va aller plus vite ». 40 millions d'habitants. Mais enfin, c'est impossible. Là où d'autres ont mis des années à respecter des demandes, là, on va faire rentrer... Mais c'est une déclaration de guerre à la Russie. C'est ça le truc, c'est ça qui va se passer. Donc, alors, et par bonheur, ils ont quand même, au niveau des avions, ils ne veulent pas envoyer d'avions, mais ils sont en train de jouer avec des allumettes sur un baril de poudre. Les peuples, ils s'en foutent. Hein. Le peuple ukrainien, les déplacés, ils s'en foutent. Les peuples qui sont sous embargo, parce que là, par exemple, pour aider la Pologne à absorber le flux, il faut enlever les mesures d'embargo sur la Pologne. Le peuple russe, vous croyez que tout le monde est d'accord? Mais non, les peuples ne sont pas d'accord. Là, moi, j'ai l'impression qu'on assiste à un développement de l'hubris des dirigeants. On a quand même Biden, d'un côté, qui commence déjà à envoyer ses méthaniers pour nous livrer du gaz. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une histoire de Poutine aurait des revendications territoriales. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Les gens ne sont pas dupes. Évidemment que les gens ne sont pas dupes. Vous pensez que c'est une guerre de dirigeants et que les peuples en seraient victimes? Pour moi, il y a une volonté de déstabilisation de l'Europe actuellement. Oui. D'accord. Alors, je ne donne raison à personne. Bien sûr. Je ne donne raison à personne. En revanche, il serait bon qu'Emmanuel Macron protège les intérêts de la France. Parce que là, on a le sentiment qu'on n'est pas du tout protégé. Donc, il faut absolument sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut changer le président. La première préoccupation des Français dans cette campagne, c'est le pouvoir d'achat. Ça, vous connaissez bien, forcément. Qu'est-ce qu'il propose, Éric Zemmour, en termes de pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fera, là, quand il sera élu le 24 avril
pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français? Il y a les mesures sur la natalité pour aider les familles. Donc un enfant, évidemment un enfant ça coûte cher, tout le monde le sait. Donc cette mesure de 10 000 € pour une naissance, bien sûr que ça va aider les familles dans la ruralité. En plus ça va favoriser la construction d'écoles, les médecins qui vont s'installer. Alors donc il va mettre en urgence, il va salarier 1000 médecins sur toute la France dans les zones où il n'y a plus personne. Parce que moi, je vis dans les zones où on est obligé de faire des kilomètres pour trouver un médecin. Donc, évidemment, tout ça, pour moi, c'est ultra positif. Ensuite, il y a le fait de défiscaliser les primes. On a aussi le fait de diminuer les charges sur les salaires. Parce que, évidemment, quand on voit le salaire brut et le salaire net, il y a une disparité. Là aussi, c'est l'État qui se sert. La jeunesse qui va potentiellement beaucoup s'abstenir, quel message vous auriez à lui donner? C'est quoi un petit peu vos propositions, vos solutions pour la jeunesse qui souffre, qu'on voit dans les files de soupe populaire et qu'on voit en difficulté dans les études avec des travaux à côté? Qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ces problèmes? Alors déjà, à toute cette jeunesse, moi je ne pense pas que la jeunesse française va tant que ça s'abstenir. Parce que tous les jeunes que je côtoie me disent qu'ils vont voter. Alors, on verra après, je pense de toute façon qu'il y aura beaucoup moins d'abstention à cette élection qu'à toutes celles qu'on a connues avant. Parce qu'on a le sentiment justement que la France est en danger. Donc c'est bien au-dessus de nos petites considérations personnelles. Et cette jeunesse-là, par exemple, il y a une proposition que je veux amener à Éric, c'est le fait de dire qu'une jeune femme qui fait ses études et qui par hasard, enfin, c'est jamais le hasard, mais qui se retrouverait dans une grossesse, eh bien qu'elle puisse décaler ses droits pour reprendre ses études après sa grossesse. Ça fait qu'elle peut garder son enfant, qu'elle peut avoir toutes les aides par rapport à la naissance d'un enfant et qu'elle peut tranquillement reprendre ses études après. Ça, c'est très important. Parce que combien de femmes, après la journée de la femme qu'on a vécue il y a quelques jours, eh bien, c'est très important parce que les femmes souvent se sacrifient à partir du moment où elles ont un enfant. Mais, enfin, c'est pas parce que nous donnons la vie qu'on doit être puni. Vous voyez ? C'est malheureusement déjà l'heure de la fin de cette interview. Le mot de la conclusion, il va être pour vous, face caméra, juste ici. Vous allez donc pouvoir vous adresser à ceux qui regardent cette vidéo. Je voudrais simplement vous dire, la France est en danger de mort. Nous avons laissé les clés du pays entre les mains de progressistes qui ont détruit toutes nos valeurs. Ne vous abstenez pas, venez voter le 10 avril et votez bien. Le seul qui peut sauver la France actuellement, et je le dis vraiment du fond du cœur, c'est Éric Zemmour. Merci Jacqueline Moreau pour ce message et pour cette interview. Merci de nous l'avoir accordé et de nous avoir accueillis dans les studios de l'équipe de campagne. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt. Merci encore et bonne fin de campagne. Merci.